remercie Sir Awad et Madame Rizan Charadi de m'avoir donné l'occasion de participer à cet atelier de cardiologie interventionnelle. Et je profite de l'occasion de remercier mon chef de service, professeur Rachid Appel, pour tous les efforts qu'il fait pour nous fournir une infrastructure pour permettre de travailler en sécurité pour nous, opérateurs, et pour les patients. C'est un réel honneur de présenter auprès de nos maîtres, professeur Camille Brasselet, professeur Emmanuel Tegère, docteur Kamal Bouranen, qui est notre frère. Donc, sans trop tarder, je traiterai ce soir donc, le traitement des lésions ostiales, coronaires bien sûr. Donc, la lésion ostiale est définie comme une lésion qui survient, qui naît à moins de 3 mm de l'origine du vaisseau coronaire. On peut distinguer trois types ou trois classes de lésions ostiales. Il y a les lésions aorto-ostiales, et là, on fait allusion à l'ostium du tronc commun gauche, coronaire gauche, à l'ostium de la coronaire droite et l'ostium du pont staphène veineux. Des lésions non aorto-ostiales, et à ce moment-là, c'est les lésions de l'ostium de l'ACX et de l'IVA. L'association des deux équivaut à un tronc distal. Et enfin, les lésions ostiales des branches secondaires, notamment les diagonales, les marginales, qui sont généralement traitées comme une bifurcation de type Medina 001. Donc, durant ce topo, j'ai choisi de traiter les lésions aorto-ostiales. Bon, c'est la partie la plus excitante. Donc, c'est des lésions qui impliquent l'ostium de la coronaire droite, le tronc commun et l'ostium des greffes des pontages orthocoronaires. D'un point de vue épidémiologique, l'incidence des lésions coronaires aorto-ostiales isolées est un peu rare. Elle varie entre 0,13 et 2,7% selon les registres. L'association d'une atteinte ostiale du tronc commun gauche et de celui de la coronaire droite de 9 à 14%. Généralement, il y a deux profils de patients. Soit un patient qui a des ostias coronaires avec une maladie athéromateuse très diffuse, c'est le patient qui a polyvasculaire avec beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire. L'atteinte isolée des ostias coronaires est fréquente chez un profil particulier de patient, la femme jeune avec une hypertriglycéridémie, qui généralement, ils ont une bonne fraction d'éjection VG sans trouble de la cinétique à l'écho-cœur. Les différentes étiologies de ces lésions ostiales, aorto-ostiales sont dominées par l'athérosclérose en premier lieu, mais il y a d'autres étiologies comme la maladie de Takayasu, la radiothérapie médiastinale, la chirurgie de la valve aortique. Alors, ces lésions aorto-ostiales présentent des particularités histologiques tant sur le plan réseau coronaire natif que sur le plan lésion in situ. En d'autres termes, la texture de l'orifice coronaire ou l'ostium coronaire, elle est pratiquement similaire à celle de l'aorte. Elle est très riche en fibres musculaires lisses et fibres élastiques, ce qui forme un véritable sphincter au niveau de l'ostium et qui rend cette zone très vulnérable au spasme coronaire. Alors, en même temps, les lésions in situ sont connues par le fait qu'elles soient rigides et qu'elles soient calcifiées. Alors, ces particularités histologiques, bien sûr, ont des conséquences thérapeutiques. Et je veux dire par là un recoil plus important vu qu'il y a une énorme rigidité. Donc, les forces radiales doivent être importantes pour gagner ces lésions, une bonne préparation des lésions. Sinon, on pourrait avoir un recoil ou un saut de déploiement des stents en fin de procédure. Je voulais rappeler aussi que le taux d'échec des procédures d'angioplastie d'une lésion aorto-ostiale est beaucoup plus important que au cours du traitement des lésions non aorto-ostiales. Et sans oublier que le traitement de ces lésions s'accompagne d'un taux de complications très important. Et quand on parle de complications, ça va de la dissection de l'aorte, la dissection de l'artère coronaire qu'on est en train de traiter, mais sans oublier la perforation distale par le guide d'angioplastie au moment des mouvements de désengagement et engagement du cathéter vide à travers l'artère. Donc, avant d'entamer le chapitre du traitement des lésions coronaires, je voudrais partager avec vous quelques éléments du diagnostic de la lésion aorto-ostiale. Donc, le premier élément, c'est la chute de pression. Ça, c'est du basique durant nos premiers stages en cathétérisme en salle de cathé. Donc, quand le cathéter guide s'engage dans un ostium malade, on assiste en face de nous à une chute de pression invasive. Et une fois qu'on désengage le cathéter guide de l'ostium coronaire malade, on récupère une pression correcte. Alors, deuxième élément, donc la perte de la pression ou la baisse de la pression n'est pas toujours la règle. Donc, c'est le cas de cette patiente. Vous pouvez très bien remarquer que le bout distal du cathéter guide, il est en contact du lumière coronaire qui est saine. Et à ce moment-là, en face de nous, on a une pression coronaire qui est bonne, donc il n'y a pas de chute de pression. Mais ce qui attire l'attention de l'opérateur à ce moment-là, c'est l'absence
du reflux du produit de contraste au niveau du sinus de Valsalva, qui est un critère qui doit nous faire penser à une sténose ostiale de ce tronc commun. Donc, que faire pour confirmer cela? Donc, il est recommandé d'injecter de façon non sélective au niveau du sinus de Valsalva et le produit de contraste qui va passer à travers l'ostium du tronc met en évidence cette sténose qui est sévère au niveau de l'ostium du tronc et qui ne disparaît pas après injection du dérivé nitrien intracoronaire. Un quatrième élément, c'est la difficulté de cannulation. Alors, pour cette patiente, c'est le quatrième cathéter qu'on avait utilisé pour opacifier cet ostium du tronc commun. Donc, quand on a des difficultés à intuber un ostium d'une artère coronaire, il faut craindre une sténose ostiale. Il faut éviter de trop manipuler avec son cathéter par crainte de disséquer cet ostium. Donc, les précautions à prendre devant des lésions ostiales, c'est qu'en cas de baisse de pression, et ça, c'est tous les philos et les opérateurs le savent, il ne faut pas injecter lorsqu'il y a une chute de pression. Et là, je réitère un conseil à beaucoup d'amis qui continuent à travailler sans pression sous prétexte qu'ils ont gagné beaucoup d'expérience, mais je peux leur dire qu'on peut toujours disséquer un tronc commun ou envoyer un thrombus dans une artère coronaire malgré qu'on ait passé des années de travail. La deuxième précaution à prendre, c'est toujours, mais il faut le faire de façon systématique. Et là, je rejoins mon ami Kamal pour la demande de Sanofi pour nous ramener des dérivés nitrés pour éventuellement lever un spasme coronaire qui pouvait être induit par le cathéter guide au contact d'une zone qui est vulnérable au spasme. Donc, il faut minimiser les injections pour éviter le risque de dissection coronaire ou de l'aorte. Ce sont généralement des dissections hydrauliques et il faut s'assurer du lavage complet du produit de contraste. Là, ce sont les situations où notre sonde est occlusive et lorsqu'on injecte du produit de contraste, le produit de contraste stagne et généralement, ça pourrait s'accompagner d'un trouble du rythme grave, type fibrillation ventriculaire. Donc, il faut toujours s'assurer du lavage complet, sinon il faut s'extuber pour pouvoir le réaliser. Sinon, il faut choisir l'incidence optimale pour mieux dégager l'ostium pour préparer à une angioplastie. Maintenant, une fois le diagnostic est fait, quelle est la stratégie thérapeutique adéquate? Donc, tout commence par le choix du catéguide. Donc, à droite de l'écran, donc il est recommandé dans plusieurs articles et plusieurs cours que lors du traitement d'une lésion aorto-ostiale, on privilégie les cathéters guides de type Judkins. Alors, JR4 pour la coronaire droite et JL3,5 ou 4 pour l'ostium du tronc commun, parce que ce sont des cathéters guides qui offrent un support qui est faible. Un support faible, et c'est ce qu'on demande d'ailleurs quand on réalise une angioplastie de l'ostium. Donc, ce faible support nous permettra de désengager de façon facilement, de nous désengager de façon facilement de l'ostium, que ce soit de la droite ou du tronc commun. Par contre, il faut éviter les cathéters guides de type EMPLATS ou des extra backup qui, par définition, sont des cathéters guides qui sont destinés à offrir un meilleur support, un meilleur backup pendant une angioplastie. Donc, ce genre de cathéter EMPLATS et EBU sont à éviter pendant une angioplastie ostiale, d'une lésion aorto-ostiale. Le choix du guide, donc, ce qui est recommandé aussi, c'est d'utiliser les guides de tous les jours. C'est des guides de préférence avec un bon support. On verra pourquoi, mais avec un grammage qui est faible pour éviter les perforations distales en cas lors des mouvements d'engagement et désengagement du cathéter guide lors du positionnement du stent. Il faut éviter les guides hydrophiles et surtout qui ont un support, les guides hydrophiles qui sont connus pour avoir un support qui est faible et qui peuvent perforer dans certaines situations. Ils seront utilisés sauf lorsqu'il y a des tortuosités très importantes et on aura besoin de ces guides-là à ce moment-là. Sinon, en cas de faible support, on peut utiliser un deuxième guide et augmenter le support. Avant de me faire une angioplastie de la lésion ostiale, qui je dis tout à l'heure, qui était calcifiée, rigide, il faut s'assurer d'une bonne préparation de cette lésion pour éviter d'éventuelles complications, notamment le recoil ou le sous-déploiement du stent. Donc, on commence tout d'abord par une prédilatation au ballon, semi-compliant, non compliant, mais ce qui est recommandé lors de l'intervention, c'est de faire une inflation qui est progressive, atmosphère par atmosphère, pour éviter l'effet de glissement du ballon en distalité ou en proximale, qui pourrait être néfaste, notamment qui peut provoquer une dissection, sans pour autant préparer la lésion à recevoir un stent. En cas de calcification, et ça c'est fréquent dans ce type de lésion, et on peut les visualiser de façon
facile en scopie, des petits points noirs au niveau de l'ostium. Donc, en cas de calcification, il est souhaitable, si la salle de cathé est dotée d'un rotablateur, de passer une petite fraise, histoire de faciliter la préparation de la lésion. On peut s'aider aussi des catching balloons pour les gens qui ont de l'expérience avec les ballons, avec des rasoirs, pour pouvoir bien préparer la lésion. Alors, le positionnement du stent au cours d'une lésion aorto, au cours du traitement d'une lésion aorto-ostiale présente des particularités. Premièrement, le repérage de la lésion ostiale et l'origine de la lésion est difficile. Pourquoi? Parce que lorsqu'on désengage le cathéter guide et on injecte de façon non sélective, il y a une grande partie du volume de produit de contraste qui va dans le sinus de Valsalva et on a une faible opacification de la lésion ostiale, ce qui nous permet difficilement de reconnaître le bon positionnement du stent. Il y a aussi le mouvement du stent avec les contractions cardiaques qui va nous rendre la tâche un peu difficile pour ne pas louper, il faut éviter de louper l'ostium de la coronaire. Par contre, les calcifications ostiales, lorsqu'elles sont présentes, elles facilitent le bon repérage de la sténose. Alors, concernant le stenting, ce qui est recommandé, c'est de privilégier les stents longs. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dilate, par exemple, un tronc commun, on utilise un stent court, il y a un risque que le stent glisse et on le perd dans l'aorte. Le fait d'avoir un stent qui est lent va permettre d'amarrer le stent à l'intérieur de la coronaire et aussi un peu à l'extérieur. Alors, quand on parle d'un petit débordement du stent en amont de l'ostium, il ne faut pas dépasser 1 à 2 mm dans l'aorte. Il faut aussi maîtriser le mouvement du catéguide, c'est-à-dire quand on pousse le stent à travers la sténose, il faut anticiper le retour ou le backup du catéguide qui risque de tout nous enlever, de faire sortir le stent, le guide et tout recommencer dès le départ. C'est là l'intérêt d'utiliser des guides qui ont un bon support. C'est que même si le cathéter guide sort un peu plus dans l'aorte, notre guide est toujours positionné en distalité. Et faut, sans oublier de s'aider du marqueur radio-opaque proximal du stent. Et là, j'attire l'attention de tout le monde, c'est qu'il y a des stents, le marqueur proximal du stent, il y a certaines marques qui sont, où le marqueur radio-opaque est couvert par le métal, et il y a d'autres marques où le marqueur opaque n'est pas couvert par le stent. Donc, il faut faire vraiment attention pour ne pas louper l'ostium. Donc là, il faut privilégier les stents de nouvelle génération par rapport aux stents d'ancienne génération, selon certains articles. Et très probablement, c'est en rapport avec le polymère, l'histoire du polymère biodégradable, les sangs polymères qui sont généralement inflammatoires et qui vont possiblement accélérer le processus de rosténose sur des lésions qui sont à la base très rosténosantes. Donc ça, c'est l'hypothèse. Mais avec les stents qui sont recyclés aujourd'hui, avec une bonne préparation de la lésion, avec une meilleure apposition du stent et une bonne imagerie endocoronaire, les résultats peuvent être améliorés. Alors, les résultats d'angioplastie sur cette image de coroscanner, l'idéal, le résultat optimal, c'est ça, c'est cette image-là, c'est un stent qui est bien apposé sur l'artère coronaire avec un débordement de 1 à 2 mm dans l'aorte, avec un ostium qui est totalement couvert. Là, c'est un succès d'angioplastie. Par contre, les problèmes qu'on peut rencontrer au cours de cette procédure, comme à droite de l'écran, c'est un ostium qui est mal couvert. Regardez le stent, l'opérateur ici, malheureusement, loupé l'ostium de la coronaire droite. Et cela peut s'accompagner d'événements cardiovasculaires majeurs, en aigu surtout. Là, à gauche de l'écran, on assiste à un débordement important ou carrément une protrusion d'une partie très importante du stent au niveau de l'aorte. Cette situation-là est décrite comme étant très thrombogène, hautement thrombogène. Maintenant, d'un point de vue un peu schématique, trois situations graves ou trois problèmes peuvent être rencontrés au cours d'une angioplastie ostiale. La première, c'est lorsqu'on loupe l'ostium, parce que le stent n'est pas couvert à la fin de la procédure. La deuxième, c'est lorsqu'il y a une protrusion très importante du matériel ou du stent à l'extérieur de l'aorte. Et enfin, le recoil, lorsque la lésion est très calcifiée ou rigide, mal préparée, le stent est mal déployé et à ce moment-là, on verra par la suite comment y remédier. Maintenant, en cas de protrusion excessive du matériel ou du stent, plusieurs auteurs préconisent certaines astuces, notamment vu que la situation est très thrombogène, on peut indiquer un DAPT prolongé. Il y a des auteurs qui préconisent carrément un snaring, c'est-à-dire enlever le stent par un snare, mais je pense que c'est une situation qui est très délicate puisque les conséquences peuvent être très graves. Maintenant, il y a une autre solution, la post-dilatation. Il y a un T qui manque, la post-dilatation, par un ballon particulier. Bon, généralement, en pratique, on fait des non-compliants et dans la littérature, on a trouvé ce type de ballon
qui a deux diamètres, un diamètre que l'on met à l'intérieur du stent. Voici donc la protrusion du stent à l'intérieur de l'aorte. Et donc le ballon qui a un diamètre distal qui est identique, similaire à celui du stent, et un diamètre proximal qui est de plus gros calibre. Et lors de l'inflation de cette partie-là, ça va permettre d'amarrer l'excès de maille de stent contre la paroi de l'aorte et s'affranchir du risque thrombogène du stent qui protrue. En cas de recoil, alors en cas de sous-déploiement du stent, en pratique, et je pense que toutes les salles de cathé sont dotées d'un ballon non compliant qui peut parfois aider à une meilleure expansion du stent. Mais récemment, on a reçu des ballons de haute pression, ou les connus sous le nom des OPN, qui vont permettre de restaurer ou de résoudre ce problème. Maintenant, comment prévenir un mauvais positionnement du stent au cours d'une angioplastie d'une lésion aorto-ostiale? Il y a des techniques qui ne sont pas conventionnelles, qui sont décrites dans la littérature, mais je ne pense pas que tout le monde l'utilise. Alors, à droite de l'écran, il y a la technique du floating wire. C'est un guide qui est dans l'aorte, qu'on va mettre dans le catéguide et qui va flotter dans l'aorte. Et il y a un autre guide qui est dans la coronaire sur lequel on va amérer le stent. L'avantage de cette technique, c'est que ce guide qui flotte dans l'aorte va empêcher le cathéter guide de s'engager dans l'ostium de l'artère coronaire pendant la procédure d'angioplastie, et en même temps, ça va réaliser un marqueur de bon positionnement du stent pour couvrir l'ostium de la coronaire. À gauche de l'écran, c'est une technique qui est pratiquement similaire, mais ce qui change, ça s'appelle la technique sabot. Alors, ce qui change, c'est que le deuxième guide, avant qu'il ne flotte dans l'aorte, il va traverser la première maille ou la maille proximale du stent avant qu'il flotte dans l'aorte. Alors, en d'autres termes, ou en un peu plus clair, la technique sabot a été décrite comme suit. Donc, sur la table de cathé, avant de monter le stent, remarquez ici, on inflate ce stent à 2 atmosphères, histoire d'ouvrir les deux mailles ou la première maille proximale. On fait traverser un guide d'angioplastie à travers cette première maille. Et remarquez que dès qu'on positionne notre stent au niveau de l'ostium, le guide qui est bloqué contre la première maille va empêcher le cathéter guide de rentrer dans l'ostium au moment de l'angioplastie, et ça va réaliser un bon marqueur et ça va assurer une bonne couverture de l'ostium, comme vous voyez dans le résultat, une seule maille qui est à l'extérieur. À la fin de la procédure, on enlève les deux guides. Alors, à défaut, il y a ce système qui est décrit aussi dans la littérature, les Ostial Pro, système de mérite médical. Alors, c'est un cathéter guide qui est pourvu de petites branches, comme vous voyez ici. Ces branches-là vont s'amarrer contre la paroi de l'aorte, à l'origine de l'artère coronaire, empêchant le cathéter guide de s'engager dans le tronc coronaire ou dans l'ostium coronaire, et réalisant une bonne façade, un bon marqueur pour amarrer le stent en bonne position. Donc, les complications, comme j'ai dit tout à l'heure, sont fréquentes. Et ça, c'est une parmi plusieurs. Là, vous pouvez remarquer le petit point noir ici, la calcification ostiale, bien que l'opérateur a été coaxial, mais en cours de la préparation de la lésion, on regarde la calcification, il s'est produit une dissection de l'aorte et le patient a été acheminé au bloc opératoire en urgence. Il y a eu d'autres complications, type perforation distale, sur des branches distales de la droite qui ne sont pas stentables, malheureusement, et à ce moment-là, on peut perdre les malades. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit au cours du stenting des lésions aorto-ostiales, c'est que ne pas oublier de multiplier les incidences pour mieux dégager l'ostium et utiliser des stents qui sont longs pour éviter de perdre des stents dans l'aorte. Et on peut demander au patient de retenir sa respiration lors de la position du stent, ça va nous permettre de diminuer la mobilité des stents, et utiliser l'Ostial Pro si disponible en salle de cathé, ça va permettre un bon support. Puis, il faut contrôler, ça dépend du matériel de la salle de cathé, il faut contrôler si l'ostium est couvert ou pas par les techniques d'image coronaire. Ce qui est recommandé, c'est l'IVUS, qui va montrer un bon appositionnement du stent et une bonne couverture de l'ostium coronaire. Je vais terminer ma présentation par un cas clinique du vécu, je voulais partager avec vous, assez particulier. Donc, pardon, c'est une dame, 70 ans, elle est diabétique, hypertendue, elle est dyslipidémique. Elle a fait une douleur infarctoïde depuis 4 heures. On la voit aux urgences très algique, en sueur, plus ou moins stable et rapide. Alors, en salle d'examen, elle fait 3 fibrillations ventriculaires réduites par choc électrique. Alors, après réduction, voici son électrocardiogramme. Je m'excuse pour la qualité, c'est normal, les urgences, etc. Regardez, il y a un ST+ en inférieur. Alors, on l'achemine en salle de cathé. Il y a eu lésion sur l'IVA moyenne, au départ de la première diagonale. La lésion paraît intermédiaire à significative. Et là, on remarque aussi une reprise de la coronaire droite.
Il y a une reprise d'une coronaire droite qui devrait être occluse. La circonflexe était normale, il n'y avait rien de particulier. Et là, j'attire votre attention sur cette lésion ostiale. Donc là, on n'a pas besoin d'une chute de pression ou d'un autre signe pour confirmer cette lésion ostiale, avec une occlusion cette fois-ci de la droite moyenne. Donc déjà, le traitement d'une lésion ostiale en situation stable constitue un challenge. Maintenant, on est dans une lésion ostiale avec une occlusion de segment moyen et dans une situation d'une patiente qui a été choquée à 3 reprises. Donc, on ne pouvait pas laisser cette malade comme ça parce que le pronostic était clair. On a tenté la dilatation. Donc, voici donc, après passage du guide, mais ce qui est recommandé au cours de ces angioplasties, c'est de préloader le catéguide. C'est-à-dire, on charge le catéguide, on met le guide à l'intérieur du catéguide avant l'intubation. C'est que dès qu'on intube l'ostium, on fait passer notre guide. Donc, c'est ce qu'on avait fait. J'ai commencé par une prédilatation de l'ostium, libérer un peu l'ostium, puis par un ballon semi-compliant, et puis gonfler un ballon en regard de l'occlusion aiguë du segment moyen de la coronaire droite. Et voilà. Et puis, le contrôle angiographique montre un flux timide 3 avec une lésion qui est par de l'ostium, très irrégulière jusque-là, jusqu'au segment moyen de la coronaire droite. Donc, j'ai profité d'utiliser un stent qui est beaucoup plus lent. C'est un stent sur une scopie enregistrée. Heureusement que j'ai eu cette image-là pour vous montrer la difficulté du positionnement du stent au cours de ces lésions. Alors, la difficulté, c'était de positionner le stent au niveau de l'ostium, de la coronaire droite, mais aussi de positionner, de couvrir de ne pas oublier ou de louper la sténose qui était occluse, l'occlusion de segment moyen. Donc, avec les mouvements cardiaques du patient. Enfin, donc, j'ai pu amarrer mon stent. C'est un stent 2,548 mm, inflaté à 14 atmosphères. Alors, voici donc le contrôle angiographique. Excusez-moi. Voilà le stent. Le contrôle angiographique après la pose de stent. Vous pouvez remarquer ici le blush, ce qui est en noir ici, c'est un signe de reperfusion. Et enfin, je pose dilate mon ostium avec un ballon non compliant un peu plus grand, de 75 mm. Regardez le désengagement du cathéter guide au niveau de la horte et le guide qui est en place, donc le support qui est pas mal. Parfois, le knuckle en bas, le petit nœud en bas, il permet des fois de nous aider à désengager le cathéter guide en poussant un tout petit peu, mais avec une certaine délicatesse parce que ça peut provoquer une dissection distale ou une perforation. Donc, le résultat final était comme suit. Avec un blush, la patiente a été sortie d'affaires, elle est sortie sans problème. Donc, pour conclure, le traitement des lésions aorto-ostiales, c'est un véritable challenge pour tout cardiologue interventionnel, indépendamment de son expérience. Ce sont des lésions calcifiées et rigides, hein, des risques de recoil et de sous-déploiement de stent. Les complications périprocédurales sont régulières. Le taux de resténose est plus important, 10 fois plus important pour l'ostium de la coronaire droite que dans le tronc commun. Donc, il faut une bonne préparation des lésions et une maîtrise de la manœuvre d'engagement et de désengagement du cathéter guide. Donc, toujours une bonne stratégie avec une utilisation de matériel adéquat. Je vous remercie.